Merci beaucoup pour cette très gentille introduction. Comme vous avez vu, je dirige plein de trucs, mais le plus important, je pense que c'est d'être là aujourd'hui. Si on réfléchit un peu, on est un peu dingue dans notre spécialité d'avoir choisi une spécialité où il y a si peu de malades. On nous l'a dit depuis qu'on commence à faire médecine. Quoi? Tu veux faire du déficit immunitaire? Comme, hein, tu veux pas faire de la cardio, de la gastro, il y a plein de malades. Et ça remonte à très longtemps. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on va dans des congrès où il y a des médecins ou des infirmières, des professionnels de la santé dans les déficits immunitaires, on partage tous cette passion. Et pour nous, c'est tout à fait normal de venir. Je peux même vous dire une anecdote, c'est qu'hier, un médecin du service, le docteur de Calvé pour la nommer, était frustré qu'elle n'ait pas été invitée. Il a dit, mais pourquoi moi je ne viens pas parler pour parler aussi à mes patients et pour montrer que je suis là et tout. Parce que c'est important pour nous d'être là. Parce qu'on sait très bien que dans notre spécialité, étant donné qu'on n'a pas de poids pharmaco-économiquement, c'est-à-dire qu'on ne représente pas un lobby de patients suffisamment important, on ne représente pas un poids de santé pour la population, on peut même représenter un surcoût pour les économies de la santé si on était strictement, si on imaginait qu'on était une fourmilière, alors ceux qui ont un déficit immunitaire seraient laissés de côté, ne seraient pas soignés parce qu'ils ne sont pas rentables pour la fourmilière. Alors, Dieu merci, nous sommes des humains, et comme il nous manque ce poids pharmaco-économique, alors on est bien obligé de se débrouiller autrement. Et j'aimerais aujourd'hui vous passer un message. Se débrouiller autrement, c'est vous. C'est notre problème, la médecine des patients qui ont un déficit immunitaire, mais c'est aussi votre problème, et c'est votre problème au premier chef. Et il faut que vous soyez actifs, il faut que vous diffusiez l'information, il faut que vous fassiez du lobbying au sens positif du terme, il faut que vous fassiez des levées de fonds pour tous les centres hospitaliers qui s'occupent des déficits immunitaires et pour diffuser la nouvelle. C'est important. Ça fait depuis des années que nous autres, qui sommes spécialistes du déficit immunitaire, on va dans des congrès de pédiatrie, dans des congrès d'infectiologie, dans des congrès d'ORL pour leur dire « Allumez là, quand un malade il a 40 otites, c'est pas normal, il suffit de faire un petit test avec des immunoglobulines et paf, on a le diagnostic, c'est simple, c'est tellement simple. Come on, ça passe pas, ça marche pas. » Récemment encore un congrès, on se dit « Mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» On en est maintenant à imaginer qu'on va acheter des kits tout simples aux médecins pour qu'ils le fassent systématiquement. Ça devient n'importe quoi. Mais en fait, ce qui marche très bien, c'est quand ça passe par les patients. Ça, c'est très efficace, surtout dans l'ère où nous allons maintenant, qui est une médecine très en partenariat avec les patients, où les patients ont de plus en plus de rôles. Dieu merci, moi ça fait des années que je prône ça et je suis très content qu'enfin les patients prennent leur place. Mais il faut que vous la preniez cette place de plus en plus et je vous invite à être encore plus actifs. Et je peux vous promettre que tant que je serai en santé, je serai avec vous à tous les meetings si je suis disponible, que ce soit le samedi, le dimanche ou whatever, pour vous accompagner. Et d'ailleurs, je vous en veux de m'avoir donné qu'une demi-heure, mais bon, ça vous avez l'habitude. Si vous m'aviez donné la journée, j'aurais pu tenir, mais je sais qu'il n'y a pas que moi, donc il faut que tout le monde puisse parler. Donc j'ai mon iPhone, non pas pour téléphoner, mais c'est parce que c'est mon plan de discours. Donc je voulais vraiment dire ça en introduction, et je pense que c'est important. Je voudrais terminer mon introduction en remerciant les compagnies pharmaceutiques. Il y a quand même de l'argent qui se fait dans les déficits immunitaires, sinon il n'y aurait pas de compagnies pharmaceutiques. Mais je pense qu'on a l'habitude de voir les compagnies pharmaceutiques comme des entités purement mercantiles, ce qui est vrai. Les actionnaires ont besoin que ça rapporte de l'argent, sinon ils n'ont plus d'actionnaires et sinon la compagnie ferme. C'est vrai. Mais je dois dire qu'au Québec, on a la chance d'avoir plusieurs compagnies pharmaceutiques qui produisent des immunoglobulines essentiellement, qui sont aussi très humaines. Je ne dis pas ça pour les flatter, je dis ça parce que c'est vrai. Et quand j'en discute avec d'autres collègues dans d'autres spécialités, c'est vraiment purement mercantile. Mais nous, on a la chance d'avoir des compagnies pharmaceutiques qui nous aident et qui sont là, donc je tiens à les remercier sincèrement. Et j'espère que vous allez continuer à nous aider parce qu'on a besoin de vous, et puis quelque part, vous avez besoin de nous, donc on a un win-win à faire. Donc merci beaucoup. Voilà. Alors, des trucs plus sérieux maintenant, quoique c'était sérieux, c'était important. Plus en rapport avec ce que je dois vous dire, c'est expliquer un peu pourquoi on fait de la recherche sur la greffe, et puis je déborderai aussi sur autre chose que la greffe. En dernière introduction, excusez-moi, puisque je vais parler de ça, ça va être très sky high, des trucs complètement flyés là, pas du tout sur le plancher de la Terre au début. Et vous allez me dire, mais moi ce que je veux, c'est qu'on me parle de mes immunoglobulines, de mon traitement au quotidien. Il y a une autre partie de la journée pour ça, c'est important. Et je vais rester par la suite, on pourra discuter de ça ensemble avec Marie-Claude, je vais rester jusqu'à l'heure du lunch pour pouvoir échanger là-dessus. Mais là, on va commencer par parler sur un sujet qui est la recherche. Alors d'abord, pourquoi la recherche ?
Vous allez me dire, bah, c'est évident parce qu'il faut avancer. Oui, mais comment on fait de la recherche sur de la greffe en déficit immunitaire? Vous êtes 700, on dit qu'il peut y en avoir 1400. J'ai vérifié avec ma calculatrice par rapport au nombre de Québécois et par rapport à ce que je sais de la fréquence. C'est un bon calcul, effectivement, vous avez fait le même calcul que moi. Mais sur ce nombre de patients, très peu vont bénéficier d'une greffe de moelle osseuse, aujourd'hui en 2014. Pourquoi? Parce que toutes les maladies n'ont pas besoin d'une greffe de moelle osseuse pour aller mieux. Mais il y en a où c'est obligatoire, comme les déficits immunitaires combinés sévères. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans les associations de patients, il n'y en a pas beaucoup qui ont des déficits immunitaires combinés sévères. Pourquoi? Parce que soit ils sont décédés parce qu'on n'a pas fait les choses comme il faut, soit ils sont guéris, puis complètement guéris. Puis comme ils sont complètement guéris, ils ont une vie normale, et quand on a une vie normale, c'est dur de se raccrocher à des gens qui ont et à son passé de malade. Donc l'objectif, c'est de les guérir. Mais on n'en a que quelques-uns par an. On va en faire 2-3 par an au Québec, des greffes pour ces déficits immunitaires combinés sévères. Vous savez, c'est des bébés qui n'ont aucun système immunitaire et qui doivent vivre dans une bulle ou vraiment dans un environnement protégé, sinon ils vont mourir de n'importe quoi. Et ces patients-là, on doit absolument les greffer. Comment voulez-vous qu'on fasse de la recherche s'il n'y en a que 3 par an? Comment vous voulez que je vous dise, alors sur 100 cas, quand on a fait tel traitement, ça a marché, et sur 100 cas, quand on a fait tel autre traitement, ça n'a pas marché? Il va nous falloir plusieurs siècles au Québec pour dire que ce qu'on faisait il y a 2 siècles, c'était bien. Donc ça n'a aucun sens. Donc on est obligé d'utiliser des consortiums de recherche. Et la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que le Québec est très très présent dans les 2 plus gros consortiums de recherche, le consortium nord-américain qui s'appelle le PIDTC, pour Primary Immunodeficiency Treatment Consortium. Je suis un des membres majeurs de ce comité, de ce consortium-là, et il y a un autre gros consortium qui est en Europe. Et qu'est-ce qu'ils font ces consortiums? Eh bien, ils stockent sur des bases de données, sur des ordinateurs, toutes les informations relatives à la greffe. Qu'est-ce qu'il avait le malade à la greffe? Comment était sa maladie? Quels étaient ses signes? Comment on a fait la greffe? Ça a été quoi l'évolution de la greffe? Et on compare les malades les uns avec les autres. Et on se retrouve avec des conclusions. Et alors, pour vous donner un exemple, en quoi ce que vous avez dit en introduction est important sur la personnalisation de la médecine. Alors, on va prendre les déficits immunitaires combinés sévères. Survie, 74%. Très bien. Si on regarde depuis 1968, 74%. Si on regarde depuis les années plus récentes, on monte à 80%, mais on n'a pas fait un gap extraordinaire. Si on va plus dans le détail, on s'aperçoit que, et ça va être publié bientôt dans le New England, donc c'est vraiment le plus gros journal en médecine, on s'aperçoit que les patients qui sont greffés avant l'âge de 3 mois et demi, 95% de survie. Et ceux qui sont greffés après l'âge de 3 mois et demi, eh bien ça dépend. S'ils sont infectés, 55% de survie, ou s'ils ne sont pas infectés, 85%, 90% de survie. Donc grâce à ces gros chiffres, on a pu démontrer statistiquement, donc il n'y a plus personne qui va contester, que le plus tôt on greffe, le mieux c'est. Et donc du coup ça implique un fardeau économique majeur pour la province, c'est qu'une greffe qui ne se passe pas bien, je peux vous dire, ça coûte très très cher. Plusieurs millions de dollars. Une greffe qui se passe bien, c'est quelques centaines de milliers de dollars. Ça change tout. Vous allez me dire, il nous embête avec ces pharmaco-économiques en ce moment. Pour le malade, c'est évident que c'est mieux. C'est évident. Donc je ne l'ai pas mentionné, c'est évident que pour le patient, c'est mieux d'avoir cette survie-là. Donc, c'est important d'avoir un diagnostic précoce. Donc, maintenant que c'est prouvé, on va avoir encore plus de poids quand on va bientôt, grâce à votre association, faire du lobbying auprès du gouvernement pour qu'on nous permette de faire des diagnostics néonataux systématiques sur les papiers buveurs pour tous les déficits immunitaires combinés sévères. Parce qu'avec cette information en main, on peut faire des choses. Et puis aussi, on sait qu'il ne faut pas s'infecter, donc plus on attend, plus le risque de s'infecter est important. Donc voilà ce premier type de recherche qu'on peut faire, ce genre de recherche statistique. Ok, premier point. Deuxième point, oui, mais tous les déficits immunitaires combinés sévères, hein, bien que ce soit des maladies rares, ils ne sont pas tous les mêmes. Il y en a qui ont plus de lymphocytes, il y en a qui en ont moins, il y en a qui ont une sensibilité aux radiations. Alors il nous faut encore plus de patients pour aller séparer en petits groupes de maladies. Et on s'aperçoit qu'il y a un groupe de malades qui ont vraiment un pronostic très très simple et il est très facile de les greffer. Alors qu'il y a un autre groupe de skids où, pour parler clairement, c'est l'enfer. Si on leur fait de la chimiothérapie, ils vont mal supporter la chimiothérapie, donc il va y avoir plein d'effets secondaires. Et si on ne leur fait pas de chimiothérapie avant la greffe ne va pas prendre. Paf. Donc là, on est coincé. Et on est coincé avec ce petit subgroupe de patients. Et sur ce petit subgroupe de patients, du coup, même si c'est un petit subgroupe, il faut mettre de l'énergie en recherche et trouver des innovations pour
faire une greffe sans chimiothérapie. Alors, comment on peut faire une greffe sans chimiothérapie? Je vous rappelle le principe de la greffe. Une greffe de moelle osseuse, ce qu'on veut, c'est changer la moelle osseuse du patient. La moelle osseuse, c'est l'usine à fabriquer le sang. Elle se trouve dans tous les os de notre organisme. Ce n'est pas la moelle épinière. Ça porte le même nom en français, moelle osseuse, moelle épinière. La moelle épinière, c'est ce qu'on a qui vient du cerveau et qui est dans notre colonne vertébrale et qui nous sert à bouger. Ça n'a rien à voir. Là, je vous parle de la moelle osseuse. Dans le fémur, dans le tibia, dans les côtes, dans tous les os, on a de la moelle osseuse. Et cette moelle osseuse, c'est l'usine à fabriquer le sang. Ça fabrique les globules rouges, qui nous sert à nous oxygéner, ça fabrique les plaquettes qui nous servent à coaguler, et ça fabrique tous les globules blancs. Et le système immunitaire, c'est quoi? C'est les globules blancs. Okay. Donc quand on a quelqu'un qui a un déficit immunitaire, on peut dire, dommage pour lui, il a un déficit immunitaire, on va le changer son système immunitaire. Pour changer son système immunitaire, on va changer les globules blancs. Si on injecte les globules blancs, ça ne marche pas. Il faut changer toute l'usine. Okay. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la moelle d'un donneur, on la met dans un sac, soit on le congèle, soit on ne le congèle pas, dépendamment si on prend le même jour. Et le patient, le receveur, pour lui faire cette greffe, il faut lui détruire son système immunitaire d'abord pour qu'il ne puisse pas rejeter. Alors nous, dans nos maladies, ça tombe bien, le système immunitaire, il n'est pas très très fort, notamment dans ces déficits graves. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une chimiothérapie pour détruire ce système immunitaire. Et en faisant cette chimiothérapie, on fait aussi de la place parce qu'on détruit la moelle osseuse du patient. Donc on se retrouve dans une situation extrêmement à risque, parce que déjà un patient qui était fragile par son déficit immunitaire, on lui fait une chimiothérapie et on le fragilise encore plus. Encore une fois, le but de cette chimiothérapie, c'est de faire de la place pour détruire la moelle et pour permettre à ce qui reste du déficit immunitaire, ce qui reste du système immunitaire, de ne pas nous embêter et de ne pas rejeter la greffe. Donc on transforme le malade dans un état de fragilité intense, et une fois qu'on a fait ça, on injecte la moelle osseuse. Alors c'est assez magique, on l'injecte dans les veines et les petites cellules vont aller se mettre directement à leur bonne place. Et après, on est dans une phase où on attend. On attend qu'il y ait cette reconstitution du système immunitaire, cette deuxième naissance, et globalement ça prend 9 mois à 1 an pour que ça se passe bien. Le fait de faire cette chimiothérapie est un risque en soi, et le fait d'attendre toute cette période de temps, qui est en reconstitution du système immunitaire, est un autre risque en soi. Ça fait 2 gros risques. Et le troisième gros risque, c'est que la moelle qu'on injecte, elle vient d'un système immunitaire normal, c'est ce qu'on veut, et elle arrive dans un corps où elle dit je suis désolé, là je ne suis pas chez moi. Et alors comme je ne suis pas chez moi, elle reconnaît des événements qui ne sont pas comme elle a l'habitude, et elle attaque. Et elle attaque très très fort, et ça c'est ce qu'on appelle une GVH, qui vient de l'anglais pour graft versus host. Donc le greffon qui attaque le receveur. Et donc nous, dans la greffe de moelle, on doit dealer avec cette chimiothérapie, on doit dealer avec ce risque de GVH, que si on ne fait rien, il est systématique ce risque, donc on doit donner des médicaments contre la GVH, et les médicaments contre la GVH, c'est des immunosuppresseurs, donc on rajoute du déficit immunitaire, tout ça pour que ça se passe bien, et puis après, quand ça se passe bien, on est content, et on attend, et progressivement, le malade sort du brouillard, le système immunitaire se remet en place, et paf, il est guéri. Puis alors, guéri. Puis c'est l'objectif. Et nous, on ne fait pas traverser ça à un patient. Quand ça se passe bien, le malade, 1 an et demi après la greffe, il vient voir son médecin de temps en temps, puis plus le temps passe, plus il se demande pourquoi il vient le voir, parce qu'il est définitivement guéri. Et dans les déficits immunitaires, globalement, on arrive à guérir comme ça 75-80% des patients. Alors on sait qu'un des facteurs clés, c'est le donneur. Plus le donneur est compatible, et notamment si c'est un frère ou une sœur, plus on a de chances que ça se passe bien. Et quand on n'a pas un donneur compatible, on doit prendre des donneurs dans les fichiers, et il y a plus de risque de GVH parce qu'il y a plus d'incompatibilité. Donc quand on est devant cette procédure très complexe qu'est la greffe, vous comprenez qu'on peut jouer sur plein de choses. On peut jouer sur l'intensité de la chimiothérapie, on peut jouer sur la qualité du donneur, on peut jouer sur combien fort je vais traiter ma GVH, et puis on peut jouer sur comment je peux faire pour augmenter ma reconstitution immunitaire. Et pour en revenir à mes patients qui ont des skids très très rares, ces skids très très rares-là, on s'est aperçu que la chimiothérapie, on ne pouvait pas leur donner. Mais on sait que si on ne leur donne pas de chimiothérapie, ils ne vont pas prendre, la greffe ne va pas prendre. Donc il y a des recherches en cours pour trouver des moyens pour faire une greffe sans chimiothérapie. Et ça, c'est assez génial. Il y a un premier moyen qui a été montré, qui était d'injecter plein de cellules souches. C'est comme si je prenais 100 moelles osseuses où il y en en injectait une. Sauf que je ne peux pas prendre 100 donneurs. Donc ce que les gens font, c'est qu'au laboratoire, les cellules souches, on les amplifie, et on en injecte un paquet énorme. Comme on en injecte un paquet énorme,
alors le système immunitaire il va être complètement débordé, il ne va pas réussir à les rejeter. Ça n'a pu être démontré que sur des études in vitro, dans des laboratoires avec des gens qui font de la recherche, qui ne voient jamais des patients, et aussi grâce à de la recherche sur des souris. Et c'est donc de la recherche très fondamentale qui va pouvoir s'appliquer aux patients. Il y a une équipe à Stanford, en Californie, qui a aussi une autre idée, c'est qu'au lieu de faire de la chimiothérapie, ils ont dit, on va donner un anticorps spécial qui va faire que les cellules souches qui sont dans la moelle, on va les détacher de la moelle. On va empêcher qu'elles s'accrochent à leur maison, et du coup, elles vont se retrouver en circulation. Comme elles sont en circulation, leur objectif, c'est de retourner dans la moelle osseuse. OK. Et elles vont retourner, elles vont y arriver. Très bien. Sauf qu'au moment où on les a détachées, ce qu'on fait, c'est que pile à ce moment-là, on injecte la moelle du donneur, en grande quantité. Et la moelle du donneur se trouve en compétition avec la moelle du receveur pour aller dans les niches à la maison. Alors vous allez me dire, c'est la moelle du receveur qui va gagner, elle est chez elle. Non, c'est moitié-moitié. C'est cool. C'est complètement random. Et donc plus on en injecte, plus on a de chance que ça marche. Et on a une chance dans le déficit immunitaire, c'est qu'on n'a pas besoin de remplacer toute la moelle. Ça, c'est un concept très important à comprendre. Imaginez que je prends un patient qui a un déficit immunitaire et je lui change la moitié de sa moelle. La moitié de sa moelle, ça reste lui, et l'autre moitié, c'est le donneur. Bon, ces deux populations vont coexister, mais il y a un avantage majeur pour la moelle du donneur, parce que cette moelle, elle est capable de faire des choses, et notamment un système immunitaire, que n'est pas capable de faire la moelle du receveur. Donc elle va avoir un avantage. Et avec cet avantage, elle va permettre au patient de se reconstituer avec suffisamment de système immunitaire et de vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans, complètement normalement. Contrairement à la leucémie, où s'il reste des cellules du receveur, il y a un risque de rechute de la leucémie. Parce que la leucémie, elle vient de la moelle osseuse. Donc on a la chance dans le déficit immunitaire de pouvoir faire des greffes avec une prise correcte, sans être 100%, et avoir une belle survie et une belle qualité de vie par la suite. Donc on utilise ces avantages pour pouvoir faire de la recherche qui est dédiée au système immunitaire et pouvoir faire de la recherche qui va pouvoir s'appliquer aux patients. Donc cette recherche, elle prend des consortiums, elle prend des cohortes, elle prend des bases de données, elle prend de l'argent, ça prend des gens pour remplir les bases de données. Nous on a greffé ici une trentaine de patients qui ont un déficit immunitaire. Je suis devenu fou à remplir ces bases de données. Heureusement que j'avais quelqu'un qui m'aidait. C'est plein de détails, puis tous les détails sont importants. Si j'écris une bêtise, ça va se retranscrire dans le fichier, puis après on va analyser une bêtise et ça va venir empêcher les statistiques d'être conformes. Donc il faut vraiment être carré. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Puis après il y a des gens qui analysent ces statistiques. Et puis donc, c'est ce qu'on appelle du data management. Et puis après, il y a des biostatisticiens qui posent des questions dans tous les sens pour voir si on a le droit de comparer des pommes avec des carottes ou des carottes avec des poivrons parce que c'est des légumes et pas des pommes avec des carottes parce qu'il y en a un qui est un fruit et l'autre qui est un légume, même si c'est pas exactement la même chose. Bref, ça prend tout un métier. Et puis après, il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent sur les résultats, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de la recherche clinique et ça prend beaucoup d'énergie. Et puis, comme je vous ai dit, une fois qu'on a cette recherche clinique, ok, le problème c'est la prise de greffe. Allons voir au laboratoire comment on peut faire pour entraîner une prise de greffe sans donner plus de chimiothérapie. Donc ça, c'est important que vous compreniez toute la recherche qu'il y a autour de la greffe pour que vous voyez un peu tout ce qui se fait à la fois en recherche clinique et en recherche fondamentale. Il y a un débat très souvent parmi les chercheurs et les médecins qui est « Ouais, la recherche auprès du malade, c'est très important. Il faut faire de la recherche où on fait sur le malade, c'est ça qui est important. » Et puis il y en a d'autres qui vont dire, écoute, la recherche auprès du malade, c'est juste pour appliquer des découvertes, mais les découvertes, elles viennent du laboratoire. Et ils ont raison, 95% des découvertes médicales viennent du laboratoire. Et en fait, il est tout aussi important quelqu'un qui fait de la recherche auprès du patient que quelqu'un qui fait de la recherche sur la drosophile, qui est une mouche à aile verte ou à aile noire. Sur des découvertes aussi incroyables que sur la mouche, on peut trouver du système immunitaire. D'ailleurs, le prix Nobel il y a 4 ans, c'est sur les toll-like récepteurs. Les toll-like récepteurs, c'est des récepteurs du système immunitaire qu'on ne savait même pas qu'ils existaient avant qu'il y ait quelqu'un qui les étudie chez la mouche. Et une fois qu'on les a trouvés et qu'on a compris que c'était la même chose chez l'humain, on a diagnostiqué plein de déficits immunitaires qui sont des déficits des toll-like récepteurs et qui se traitent par antibiotiques et parfois immunoglobuline. Et si on n'avait jamais eu ces toll-like récepteurs dans la mouche, on n'aurait jamais pu comprendre chez l'humain ce que c'était ces toll-like récepteurs. Donc tout est important, tout ce network de chercheurs est absolument important. Et ce qu'il faut, c'est des gens qui fassent le relais et qui ramènent cette recherche auprès du malade. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Je voulais parler de la greffe dans les SCID, mais ça ne concerne pas beaucoup d'entre vous, évidemment. Il y a une autre maladie où ça concerne un petit peu plus de patients. Je n'ai pas mis mon minuteur, il me reste combien de temps ? 10 minutes. Okay.
qui concerne aussi un plus grand nombre de patients, c'est ce qu'on appelle la granulomatose septique chronique. C'est une maladie où les gens ont une anomalie du globule blanc lui-même, du polynucléaire, et ils arrivent à manger les microbes, mais une fois qu'ils ont mangé les microbes, ils n'arrivent pas à les tuer. Et c'est des patients qui font des infections à répétition, des infections à répétition. Et à 7 ans, si vous lisiez la littérature, c'était marqué, il ne faut pas greffer ces patients, ils vont bien jusqu'à l'âge adulte, on les amène à l'âge adulte, et puis après ça va bien. Sauf que c'est des pédiatres qui ont écrit ça. Il y a eu un article qui a montré qu'en fait, à l'âge adulte, dans la majorité des cas, cette maladie était un enfer, avec une morbidité très forte, donc c'était des gens qui étaient tout le temps malades, du poumon, des intestins, et une mortalité qui était comme un cancer. Donc on s'est dit, waouh, on les amène jusqu'à 18 ans, mais après leur vie est misérable, est-ce que justement on ne devrait pas les greffer quand ils vont bien à l'âge pédiatrique? Donc on s'est mis à en greffer quelques-uns quand on avait un donneur parfaitement compatible, et là on a commencé à voir dans la littérature des bons résultats, et je me dis, il faudrait peut-être réfléchir à les greffer. Et puis il y a des gens qui se sont mis à les greffer avec des donneurs pas complètement compatibles, résultat abominable, faut plus les greffer. Puis il y en a d'autres qui ont essayé avec une nouvelle stratégie, je vais vous l'expliquer après. Avec cette nouvelle stratégie, on a vu que ça marchait. Alors on a fait un consortium de recherche, on a regreffé des malades, et présentement cette maladie-là, le nouveau conseil c'est, oui, il faut les greffer, mais il faut les greffer d'une façon très particulière, avec une très faible chimiothérapie, et avec une individualisation pour chaque patient de la dose de chimiothérapie. Et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que l'objectif final, c'est pas de dire les déficits immunitaires, il faut les soigner comme ça. C'est de dire chaque patient est unique. Mais il faut que dans chaque patient, vous recherchiez tel et tel critère. Une fois que vous avez défini tous ces critères, vous devez adapter votre traitement à tous ces critères et faire un traitement qui lui est unique pour lui. Et dans la granulomatose septique chronique, on a démontré que pour chaque patient, on leur injecte une dose de chimiothérapie. On va mesurer dans le sang tous les jours leur dose de chimiothérapie. On va viser un niveau très précis de chimiothérapie parce que trop, ils ne vont pas supporter, pas assez, ça ne va pas marcher. Et grâce à ce niveau précis, qui est fait donc pour chaque patient, c'est-à-dire, on va dire que la dose d'habitude c'est 100 mg. Eh bien il y a un patient, on va lui donner 100 mg, on va se retrouver 10 fois trop haut, et un autre patient, on va lui donner 100 mg, on va se retrouver 10 fois trop bas. Donc on donne 100 mg, on mesure, waouh, on est 10 fois trop haut, les jours d'après on ne donne plus rien. On est 10 fois trop bas, les jours d'après on donne beaucoup plus. Pour qu'à la fin du traitement, ils aient tous reçu exactement la même chose. Et on a montré que quand on fait ça, on a une survie de 95% sur ces malades où avant on n'arrivait pas à les guérir. Et nous, d'habitude, je montre une slide du Canada avec le Québec, Ottawa et Halifax. Il n'y a plus cette maladie. On a fait disparaître cette maladie. Elle n'existe plus, on les a tous greffés, ils sont tous guéris. Il doit rester un ou deux malades en attente de greffe. Alors que dans le reste du Canada, à l'ouest, ils n'en sont pas encore là, ils n'ont pas encore greffé tous leurs malades, et ils en ont plein qui sont malades. Donc l'individualisation de traitement pour cette maladie est très importante. Maintenant, il y a une autre maladie qui est beaucoup plus fréquente, qui s'appelle le Common Variable Immunodeficiency, le CVID, et ça, un grand nombre de patients parmi vous ont cette maladie. Et à l'intérieur de cette maladie, pas à l'intérieur, à côté de cette maladie, il y a tout un autre groupe de patients qui ont des IgG basses, des immunoglobulines, donc des anticorps basses, qui ont besoin d'immunoglobulines pour aller mieux, mais qui ne rentrent pas exactement dans la définition de la Common Variable Immunodeficiency, parce que dans cette définition, il faut que ça ait commencé après l'âge de 4 ans, il faut que les IgG soient basses, mais aussi les IgA et ou les IgM, et puis aussi il faut qu'ils répondent mal aux anticorps. Quand on a tout ça, on peut se définir comme un CVID, Common Variable Immunodeficiency. Mais il y a beaucoup d'autres patients qui ont besoin d'immunoglobulines et qui ne rentrent pas dans ces critères de CVID. Peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout un groupe de patients qui reçoivent des immunoglobulines et qui vont très bien avec les immunoglobulines. Et pour ces patients-là, on ne sait plus quoi faire. Je m'explique. Vous allez me dire, ils vont très bien, c'est simple, ce qu'il faut faire. Rien. Ouais. Pour une catégorie de patients, il faut surtout leur foutre la paix et leur donner des immunoglobulines toute leur vie. Et comme je disais récemment dans un congrès à la Bague, c'est des patients où on se demande pourquoi on les voit, parce qu'ils vont très bien. On les voit parce qu'il faut les voir, une fois par mois, mais vraiment, on les voit, on les examine, tout va bien, ça va, super, à la prochaine fois. Et c'est un rendez-vous qui pourrait durer 30 secondes, ça serait pareil. On pourrait même imaginer qu'on les voit par Skype à tous les mois, ça va, super, ok, ciao. Ok, des fois, on peut même les examiner sans mettre le stéthoscope dans les oreilles, tellement on voit qu'ils vont bien. Ça m'est arrivé une fois, un lendemain de garde, la malade m'a dit, il faudrait mieux mettre le stéthoscope dans les oreilles. J'ai eu l'air ridicule, mais c'est pas grave. Donc, c'est mieux quand même d'examiner le malade avec le stéthoscope dans les oreilles. Mais ces patients-là, c'est clair que ils vont très très bien. Et c'est sûr que eux, il faut définitivement leur foutre la paix. Et mettre sous gamma-globuline et faire en sorte qu'ils réagissent bien aux gamma-globulines, qu'ils aient un bon profil
Et puis voilà. Mais à l'intérieur de cette grande catégorie de patients, il y a des patients qui vont pas bien. Des patients qui font des maladies auto-immunes, des patients qui vont malheureusement à un risque augmenté de cancer, des patients qui peuvent aller très très mal. Et donc, on a envie de se dire, peut-être que ceux qui vont aller très très mal, il faudrait les greffer. Et là, on se retrouve devant deux dilemmes. Un, comment les différencier? Ok? Il faut vraiment identifier ceux qu'il faut greffer de ceux qu'il ne faut pas greffer. Deux, être sûr que quand on va les greffer, on va avoir des bons résultats. Et une fois qu'on est sûr que quand on va les greffer, on a des bons résultats, on peut se présenter devant un malade qui va bien et lui dire « Vous allez bien, mais votre maladie m'inquiète parce que ceci, 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 cela. Donc comme je suis inquiet, je vais faire une greffe. Et les résultats de la greffe, c'est 95 à 100% de survie. » Je vais vous donner une image, et je vous l'avais déjà donnée en septembre, qui est impressionnante. Mais quand je vous dis 85% de survie, vous trouvez que c'est bien? Ouais. C'est pas assez, mais c'est bien. Ouais. Et quand on annonce à un patient 85% de survie, il faut aller à la greffe, ça donne envie. Maintenant, c'est évident, si le patient il a une leucémie, un cancer, ou de toute façon sa survie, si on ne fait pas la greffe, c'est 1%, il n'y a pas de débat. Même si je lui disais que la survie avec la greffe, c'était 20%, il faudrait faire la greffe. Et 85%, vous savez ce que c'est comme risque, et pardonnez-moi l'image, mais c'est important pour comprendre à quel point c'est essentiel de faire des progrès en greffe. Vous connaissez le jeu de la roulette russe? Prenez une balle, vous faites tourner la balle, il y a 6 coups, vous tirez, paf. Ok? C'est une chance sur 6, c'est 16%, c'est 84% de survie. Donc c'est pareil qu'une roulette russe. Présenté comme ça, personne ne va se greffer. Je ne présente jamais comme ça à la greffe. Évidemment. Parce que quand je présente une greffe, c'est que je suis convaincu qu'il faut la faire et je ne suis pas cynique au point de faire ça. Mais pour vous mettre les choses en perspective, 85%, ça reste quand même si c'est sympa, ça reste quand même un risque élevé de mortalité. Et on parle de mortalité parce que quand la greffe ne marche pas, ce qui se passe, c'est une mortalité. Donc, on a envie de monter beaucoup plus haut. Et pour monter beaucoup plus haut, il faut faire de la recherche. Alors, sur les CVID, qu'est-ce qu'on peut faire comme recherche? Bien déjà, en Europe, ils ont décidé d'aller chercher dans le fichier des greffés les quelques malades qui ont été greffés pour CVID, des malades qui étaient tellement graves que les docteurs, ils ont dit, on n'en peut plus, il faut greffer. Nous, par exemple, au Québec, on a greffé une patiente comme ça. Elle avait 16 ans quand on l'a greffée. On l'a greffée avec 2 cordons. On a guéri sa maladie. Elle n'a plus tous les granulomes qu'elle avait dans tout son corps. Mais malheureusement, on n'a pas complètement guéri son système immunitaire et elle a encore besoin d'immunoglobuline et elle a encore de la maladie auto-immune. Mais on est certain qu'on a amélioré les choses et qu'elle a beaucoup moins, mais beaucoup moins de risques d'en mourir qu'elle n'en avait avant. Donc on est satisfait de la greffe, même si la patiente elle-même ne trouve pas que le résultat soit extraordinaire, mais qu'elle a bien conscience qu'elle va mieux qu'avant. Donc, résultat mitigé. Nous, notre expérience à Sainte-Justine, un malade. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Rien. Maintenant, en Europe, ils ont retrouvé plusieurs dizaines de patients, et les résultats montrent 50% de survie. Ouf. Ouf. Quand on a cette information-là, 50% de survie, on dit, vous savez quoi? La greffe dans les déficits immunitaires comme invariable, oubliez ça. Non. C'est pas ça la bonne conclusion. C'est pourquoi il y a eu 50% de survie, et dans quel malade ça a marché, dans quel malade ça n'a pas marché, et pourquoi, et chez ceux qui ont marché, est-ce qu'on a guéri la maladie, est-ce que vraiment ça va mieux? Et c'est ce type de recherche qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train de se rendre compte que, en fait, c'était peut-être pas la bonne chimiothérapie qui a été utilisée, c'était peut-être pas la bonne façon, et puis c'était dans des années antérieures, on n'avait pas le progrès. Et donc, voyant ce résultat, il est très probable que prochainement, il y ait un consortium international, Europe, Amérique du Nord, pour que de façon non pas rétrospective en analysant les résultats, mais prospective en faisant de la recherche en direct, on définisse que, ok, on va faire un protocole sur tous ces centres, on va choisir des patients qui ont tel et tel critère, on va leur proposer la greffe, et on va leur faire selon telle méthode ou selon telle méthode, et on va comparer laquelle des deux méthodes marche mieux, en sachant que les deux méthodes ont une bonne chance de réussir. Il ne s'agit pas de comparer une qui a des chances de réussir avec une qui n'a pas de chance de réussir, histoire de dire, non, ça c'est naze, parce qu'il y en a chez qui c'est pas éthique. Donc on veut faire ce genre de recherche, et ce genre de recherche va prendre beaucoup d'énergie, et c'est une recherche qui pourra peut-être un jour vous concerner. C'est très important. Ça, c'était la recherche, une vision un peu simple en 25 minutes.
Alors j'adore ça. Je leur demande combien de temps j'ai. Il y en a un qui fait ça et l'autre qui fait ça. Alors je comprends 7, n'est-ce pas? 5 et 2, 7. Ah, c'est pas ça. C'est 5 alors. 4. Ok. Laissez-moi terminer sur autre chose que la recherche en greffe et de la recherche beaucoup plus fondamentale. Récemment, il y a tout un travail qui a montré que des patients qui ont des maladies auto-immunes comme le lupus ou qui ont des maladies auto-inflammatoires, des maladies rares comme le syndrome d'Aicardi-Gouttière, ils ont ce qu'on appelle une signature interféron. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'en fait, on prend leur globule blanc, on analyse à l'intérieur de leur globule blanc leurs ARN messagers, c'est-à-dire qu'est-ce que leurs gènes ont décidé de coder, parce que vous savez qu'on ne code pas tous les gènes, on ne transcrit pas tous les gènes, il y a des gènes qui sont en repos dans certaines cellules, puis il y a des gènes qu'on active. Donc on regarde tous les gènes qui ont été activés dans la cellule, c'est des millions et des millions de gènes, puis on les compare avec des ordinateurs qui lisent toutes ces séquences, et on a remarqué que chez ces patients-là, il semblerait que c'est comme si la cellule, elle reçoit en permanence un message d'une molécule qu'on appelle l'interféron et qui lui dit « Vas-y, active-toi, 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 réactive-toi, réactive-toi et réactive-toi » et toujours l'interféron. Et du coup, tous les gènes qui répondent à l'interféron, ils sont allumés très fort. Ok. C'est intéressant. Et puis, il y a eu un travail par l'équipe de New York, Dr Cunningham-Randalls, qui a montré que dans les CVID, Common Variable Immunodeficiency, la même maladie qui est la plus fréquente parmi vous, il y a la même signature interféron, exactement la même. Et vous savez que dans cette maladie, il y a un risque d'auto-immunité. Alors ça devient intéressant, vous allez me dire, bon, bah, ok, t'as qu'à mettre de l'anti-interféron, bah, c'est exactement ce à quoi on réfléchit. Et il y a toute une catégorie de médicaments. Alors l'anti-interféron, ça ne marche pas, ça a déjà été essayé, on n'arrive pas à bloquer complètement le signal. Mais dessous l'interféron, quand la cellule elle reçoit un message interféron, ça passe par des molécules qu'on appelle les JAK, J-A-K. On appelle JAK parce que c'est une kinase et que le type qui l'a découvert, il en avait marre que ce soit une nouvelle kinase, alors il a dit just another kinase, J-A-K, donc ça fait JAK. Et maintenant, comme il y a eu plusieurs liens, il y a JAK 1, JAK 2, JAK 3, mais bon, c'est comme ça. Donc, ces protéines JAK qui sont sous l'interféron et qui répondent à l'interféron. Et il y a des nouvelles molécules qui s'arrivent sur le marché qui sont ce qu'on appelle des JAK inhibiteurs. Ces molécules sont essayées dans l'arthrite, sont essayées dans la maladie de Crohn, sont essayées dans le lupus, donc des maladies où il y a un marché de médicaments colossal. Si on essaye ces médicaments, c'est que le profil de sécurité a l'air bon. Et si jamais ces médicaments marchent dans ces maladies-là, alors peut-être qu'on pourra les essayer dans le déficit immunitaire et que le patient pourra avoir une modulation de exactement ce qui n'allait pas chez lui, à savoir sa signature. Et puis on peut aller plus loin et imaginer qu'on va pouvoir screener un jour tous les patients en disant « Mais c'est quoi votre signature à vous ?» À vous, c'est une signature interféron, on va inhiber ça. À vous, c'est une signature interleukine 12, on va inhiber ça. Vous, c'est une signature interleukine 2, on va inhiber cette interleukine. Et donc donner des médicaments adaptés à chaque patient. Et même plus loin que ça. Il y a des patients dont on sait qu'ils ont des modifications dans leur gène qui fait que le médicament ne va pas marcher ou alors va avoir besoin d'une dose beaucoup plus forte ou alors va être très dangereux. Donc, on va prendre les patients un par un. On va pouvoir définir qu'est-ce qui ne va pas chez eux en plus de leur déficit immunitaire, comment on va pouvoir améliorer les choses et avec quelle dose. Ok ? Et ça prend de la recherche fondamentale de très haut niveau. Donc, je voulais un peu terminer en vous disant... Je redis à quel point ça me fait plaisir d'être parmi vous, à quel point c'est important, à quel point je vous engage à vous mobiliser pour chercher des fonds, pour qu'on fasse mieux la médecine, pour chercher des fonds pour humaniser, chercher des fonds pour qu'on fasse encore plus de diagnostics, chercher des fonds pour qu'on fasse de la recherche, qu'on fasse encore plus de recherche, et qu'on en arrive au bout du compte à retourner vers vous avec les résultats de cette recherche, à la fois vous en tant que groupe patient qui avait un déficit immunitaire, mais aussi patient par patient, qu'est-ce qui va aller le mieux pour vous comme traitement. Je vous remercie de votre attention. Vous avez des questions ?